Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, multiples violations des droits de l'homme, atteinte à la liberté d'expression, arrestations et détentions arbitraires, dérives autoritaires du régime. Amnesty International alerte sur la situation des droits de l'homme au Tchad. De son côté, l'Alliance des défenseurs des droits humains et de l'environnement contre-attaque le rapport de l'ONG. Dans la première partie de cette émission, nous évoquerons la situation des droits de l'homme au Tchad. Des sanctions sont-elles possibles contre ce pays devenu aujourd'hui l'un des alliés de la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme dans la région? C'est la question au cœur de notre premier débat. À suivre également, les leaders du mouvement veulent faire plier le gouvernement. Société civile et opposition nigérienne toujours vent debout contre la loi de finances. Les manifestations ont repris dimanche. Et dans la troisième partie de cette émission, direction la République démocratique du Congo dans le Nord Kivu, où la lutte contre le virus Ebola se poursuit, province où les autorités doivent faire face à un double défi, répondre à la crise sanitaire tout en tenant compte de la situation sécuritaire dans cette partie du pays. Et pour débattre de ces actualités avec moi sur ce plateau, M. Adama Koulibaly, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant et président de l'APP, Alternative Patriotique Panafricaine Burkindi. À mes côtés également, M. Louis Kemayou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, président du Club de l'information africaine. Et à mes côtés également, M. Kerwin Maïzo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes analyste politique. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Place tout de suite à l'actualité politique. Au Tchad, l'Alliance des défenseurs des droits humains et de l'environnement conteste les conclusions d'Amnesty International sur la situation des droits de l'homme dans le pays. L'ONG dénonce de nombreuses violations par le régime en place. L'Alliance des défenseurs des droits humains souhaite à présent une contre-enquête. C'est un reportage de notre correspondant sur place, Mahamat Ramadan, avec les commentaires de Corinne Kamzefem. Au Tchad, certaines organisations de la société civile ont ouvert une contre-enquête suite au rapport des ONG étrangères qui affirment que le pays n'a pas fait de progrès socio-économiques au cours des 10 dernières années et que les partenaires au développement doivent suspendre leurs aides. Selon les initiateurs de la contre-enquête, les données qui seront recueillies sur le terrain permettront de confronter les faits. Cet acharnement-là, nous avons trouvé que ça suffit comme ça. Et d'où ils ont tiré cette conclusion, cette allégation, ils l'ont trouvée où? Dans leurs documents, ils ont cité les endroits où ils ont sillonné. Alors, pour vérifier les faits, nous allons entreprendre une action d'enquête et nous allons revenir confronter les faits pour que vraiment, il faut que la vérité soit dégagée. Autre point dénoncé par les acteurs de la société civile nationale, les ONG étrangères ont présagé des conflits civils et l'instabilité socio-économique dans les années à venir au Tchad. Elles estiment que ces allégations sont très graves et peuvent remettre en cause la cohésion nationale. Ils présagent même une instabilité. Ça, c'est très grave. Ils peuvent vraiment nous démontrer ça par quelle alchimie ils sont arrivés à tirer conclusion comme quoi dans bientôt on va entrer dans le cycle de violence. De telles déclarations incitent à la haine et risquent même de remettre en cause même la cohabitation entre les populations. D'après la société civile tchadienne, si ces allégations s'avèrent infondées sur le terrain, une plainte sera déposée contre ces ONG auprès de la Cour suprême au niveau national et auprès de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Alors, ces rapports que dénonce cette association, l'Alliance des défenseurs des droits humains au Tchad, ne sont pas les premiers qui incriminent le Tchad, le régime tchadien. Amnesty International, par exemple, entre autres ONG, dénonce régulièrement des menaces, des détentions de journalistes et de militants de la société civile. Bref, selon ces ONG, la liberté d'expression est véritablement menacée au Tchad, mais toujours aucune sanction. Luc Mayou, pourquoi est-il aussi difficile de sanctionner le Tchad? Je ne sais pas s'il faut sanctionner le Tchad et sur quelle base il faut le sanctionner. Le fait est que nous sommes face à un rapport qui n'est ni un rapport du FMI, ni un rapport de la Banque mondiale, encore moins un rapport de la Commission des affaires sociales et économiques de l'Union africaine. Nous sommes en face d'ONG
qui se donnent le droit de dire ce qui, selon eux, est un problème et comment on traite ce problème. C'est leur légitimité, elle vaut ce qu'elle vaut, et je crois que sur le plan de la méthode, généralement ce qui se passe dans ce genre de choses, c'est que l'ONG fait son rapport, elle le dépose d'abord au niveau du gouvernement, même si elle ne veut pas avoir l'avis du gouvernement là-dessus, ce qui permet au gouvernement de préparer sa riposte. Et donc, il n'y a pas besoin de monter en épingle un bras de fer comme celui que je suis en train de voir naître, parce que quelle est la situation aujourd'hui? C'est que nos économies aujourd'hui, nos économies dans la zone CFA, et le Tchad en fait partie, font partie de ces pays qui ont souffert exactement comme la Grèce aujourd'hui, comme l'Italie et la plupart des pays européens de la zone euro sont en train de souffrir. Ils souffrent de l'austérité. Et cette austérité, on ne l'a pas voulu. Nos produits sur le marché international souffrent d'une volatilité de prix qui ne sont pas à notre bénéfice. Et donc tout cela plante le décor d'une détérioration du climat social. Ce n'est pas que le fait de la mauvaise gouvernance. Même s'il y a de la mauvaise gouvernance au Tchad, ce n'est pas le seul fait de cette mauvaise gouvernance qui conduit à la situation actuelle qui fait que le Tchad fait partie, non pas des pays les plus riches du continent africain, mais plutôt des pays qui sont en situation d'austérité. Et ça, il faut partir de ce constat-là pour être d'accord qu'il y a quelque chose à améliorer. Mais quelle est la part que le gouvernement tchadien peut prendre? Quelle est la part que ses partenaires peuvent prendre? Et quelle est la part que les marchés peuvent prendre dans ce combat? C'est là qu'il faut situer les responsabilités et être très humble dans ce qu'on dit. Une ONG reste une ONG. Il n'y a pas un mandat spécial qui lui est délivré pour juger de ce qui est bien ou pas dans les États. Ils ont le droit de faire un commentaire, mais tout cela doit rester encadré comme cela se passe partout ailleurs dans le monde. Adama Coulibaly, ceci dit, de nombreux Tchadiens dénoncent régulièrement des entraves à la liberté de la presse, liberté d'expression dans leur pays. Donc comment se fait-il que, et on l'a vu aussi avec la nouvelle constitution qui a été promulguée il y a à peu près 5 mois, que la communauté internationale n'a jamais rien dit finalement sur ce qu'il se passe au Tchad. Comment expliquer cette situation? Est-ce que c'est en raison également du positionnement du Tchad dans la lutte contre le terrorisme? C'est tout à fait possible. Il faut dire que le Tchad a une position très particulière dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme. C'est une armée l'armée tchadienne est reconnue comme étant efficace par les autres armées de la sous-région. On le constate, elle a été très impliquée dans la lutte contre le terrorisme au Tchad même, mais également au Nord Mali. Donc c'est vrai que c'est une armée qui s'est impliquée, et c'est un pouvoir qui est confronté à ce problème en interne, mais également qui prend à cœur la lutte au sein de toute cette zone-là, de toute cette région. Donc de ce point de vue-là, évidemment, que ce soit les autres armées africaines qui sont impliquées ou les autres composantes de toutes les armées qui sont présentes au Mali, et il est évident qu'on ne peut que observer ça avec beaucoup de prudence et de respect aussi pour ce que les militaires tchadiens font, parce qu'il y en a beaucoup qui sont tombés sur le champ de cette bataille. Donc de ce point de vue-là, il est évident que la communauté internationale ne peut observer ça qu'avec beaucoup d'attention, peut-être même un certain respect pour cette armée-là qui n'a pas hésité à s'impliquer. Maintenant, pour revenir à ce que disait Kemayo tout à l'heure, c'est qu'il faut reconnaître quand même que chacun est dans son rôle. Les ONG doivent faire leur travail, qu'elles soient internationales ou locales, et la société civile joue son rôle, les syndicats et tout. Et puis aussi, le pouvoir aussi répond. Donc je pense que les Tchadiens doivent être les premiers à être écoutés, que ce soit ceux du pouvoir qui gèrent la situation, mais surtout aussi les Tchadiens, les citoyens tchadiens qui sont organisés. Et les autres aussi qui laissent leur voix à ceux qui sont organisés. Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Sinon, n'importe qui pourra se permettre de dire dans tel pays, voilà ce qu'il faut faire, levez-vous, faites ceci ou cela. Mais je pense que les Tchadiens sont suffisamment matures pour décider de ce qu'ils ont à faire. Kerwin Maïzo. Moi, je dirais qu'il y a un petit souci avec ces rapports. Parce que si on regarde les rapports de l'Amnesty International, c'est en termes d'augmentation des violations des droits de l'homme. Or, Amnesty International semble oublier que il y a un aspect nouveau qui s'est ajouté, mais dans tous les pays, en Afrique comme ailleurs, c'est que les nouvelles technologies d'Internet, ça induit un type nouveau des violations
des droits de l'homme, notamment la coupure d'Internet ou la coupure des télécoms pour des raisons politiques. Donc on ne peut pas considérer cela comme une augmentation, mais c'est un fait qui est induit par l'arrivée d'une nouvelle technologie au marché. Alors maintenant, si on regarde ces rapports, on doit se poser la question de savoir comment est perçu les droits de l'homme au Tchad et quels sont les besoins. Vous savez, le Tchad, avant, c'était un pays extrêmement pauvre, un pays pastoral et tout ça, jusqu'à la découverte du pétrole. Donc les attentes sur le plan économique étaient énormes, parce que les droits économiques et sociaux, disons les droits économiques et sociaux, font partie des droits de l'homme. Alors, lorsque le président tchadien a décidé de ne pas consacrer une bonne partie de la manne pétrolière aux générations futures, ce qui est arrivé, c'est que les sanctions lui sont tombées dessus et les attentes de la population ont été douchées. C'est à partir de ces moments, de cette déception, que beaucoup de Tchadiens ont l'impression, surtout sur le plan économique, au-delà de l'austérité dont vient de parler mon ami Kemayeux, au-delà de cela, les Tchadiens ont l'impression que leurs droits économiques et sociaux ont été violés. Alors, est-ce que c'est qu'une impression, comme vous dites? C'est une impression, mais qui est partagée. C'est pas qu'au Tchad. Je veux dire, quand vous regardez aujourd'hui dans le monde... C'est pas qu'une impression. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas lieu de lancer un bras de fer aujourd'hui. C'est une situation de fait. On ne peut pas dire que les Tchadiens vivent mieux qu'il y a 15 ou 20 ans. Le fait est que la situation s'est dégradée, et elle s'est dégradée de façon générale dans le monde. Oui. Les plus riches se sont enrichis et les plus pauvres ont continué de s'appauvrir. Et ça, c'est un fait. Maintenant, quels sont les moyens dont dispose le gouvernement tchadien et ses dirigeants pour inverser la tendance? Là est la vraie question. Est-ce qu'ils ont véritablement toutes les manettes en main pour inverser la tendance? Je n'en suis pas convaincu. Mais je ne suis pas non plus convaincu que ce qu'ils font aujourd'hui est tout à fait productif. Parce que même si on peut reprocher aux ONG d'avoir une immixtion beaucoup trop forte dans la vie politique de nos pays, il faut quand même dire qu'elles font le travail. Elles sont là pour dire ce qui ne marche pas. Elles attirent l'attention sur des situations qui méritent toute l'attention des dirigeants. Et il faut plutôt traiter le problème que d'accuser les ONG. Et j'ajouterais même que le Tchad, au lieu de consacrer un budget énorme à l'armée, pour aller combattre le terrorisme, comme il l'appelle, dans le Sahel, pour le compte de la France, de devenir un sous-traitant, le Tchad ferait mieux de consacrer cet argent, par exemple, pour l'éducation, la santé. Quand on est situé à la frontière sud de la Libye, je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment le choix. Ben oui, mais même si on n'a pas le choix, je pense que la France pouvait faire quelque chose, parce qu'un des gros bénéficiaires aussi de cette lutte contre le terrorisme, du côté occidental, c'est la France. Ce que je voudrais ajouter quand même, c'est dire que le Tchad, quand même, comme beaucoup de pays en Afrique aujourd'hui, est confronté à ce problème du terrorisme sur son territoire. Et là, ça grève beaucoup la situation, naturellement sécuritaire, mais également la situation socio-économique. Et puis, il faut remarquer aussi que le Tchad, comme certains pays africains pétroliers, a quand même mis l'accent et beaucoup d'espoir sur cette manne pétrolière. Et depuis cette crise, évidemment, il y a beaucoup moins de rentrées. Donc ça pose un problème, une réflexion à mener sur nos économies et sur comment redistribuer aussi les fruits aussi de la richesse nationale. Donc ça, c'est très important. Et c'est pourquoi d'ailleurs le président tchadien a dit, quand il y avait la manne pétrolière, bon c'était bien, on a augmenté les salaires, maintenant il faut qu'on se serre la ceinture. Maintenant, qu'est-ce que le pouvoir a fait en temps? Parce qu'effectivement, il y a 5 mois, il y a eu cette réforme constitutionnelle. Est-ce que c'était une priorité? Maintenant, le pouvoir l'a imposé, c'est passé. Mais il faut voir maintenant qu'est-ce que les Tchadiens à l'intérieur, moi j'insiste là-dessus, quelle est leur lecture de la situation? Comment vivent-ils et comment discutent-ils avec les pouvoirs? Et quels sont leurs champs d'action possibles pour contribuer à améliorer leurs conditions de vie avec imposer au pouvoir, s'ils ne sont pas écoutés, un certain nombre d'actions en faveur des couches les plus défavorisées. Maintenant, il est évident que si jamais la question du terrorisme n'est pas traitée, mais il est évident que, très honnêtement, la situation ne peut que se détériorer davantage. Mais dans la foulée, il y a un fait à signaler. Il y a aussi un problème écologique quand même assez grave. C'est au niveau du lac Tchad qui n'arrête pas de se déchécher. Vous savez, les lacs Tchad, c'est l'eau pour l'irrigation. Les lacs Tchad, c'est la pêche. Bon, voilà, ça pose déjà un problème économique assez énorme. Et sur le plan démocratique, le président Idriss Déby avait donné sa parole d'officier qui s'en allait. C'est la France qui l'a obligé
de rester. Alors, si les ONG occidentales... Alors, est-ce que ce n'est pas un peu trop facile de dire que c'est la France qui oblige le président Idriss Déby il l'a bien expliqué lors de l'émission de France 2, ce n'était pas assez facile parce que lui, il a refusé. Ils lui ont envoyé un constitutionnaliste. Donc c'est la France qui est à l'origine de la nouvelle constitution de cette 4e République. S'il était parti, il n'y aurait pas eu cette nouvelle constitution. On l'a obligé de rester. On a parlé avec les uns et les autres. La France qui contrôle et les pouvoirs et l'opposition, il est resté. Les journalistes ou les gouvernements français n'avaient pas d'argument contre lui lorsqu'il a fait ses déclarations. C'était sur la chaîne publique française France 2. Louis Kemayou. Moi, je pense qu'au bout du compte, ce qui est vraiment important ici, c'est de savoir comment on permet aux Tchadiens de sortir de cette période très difficile. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Tchad a quand même vécu une très longue guerre civile, qu'aujourd'hui, à côté de la guerre civile, il y a cette menace terroriste dont nous avons largement parlé pendant ce début d'émission. Et puis à côté de ça, il y a la situation de l'austérité généralisée qui est en train de gagner le pays. Je ne parle même pas des Janjaouides du côté du Soudan ou de Boko Haram dans la partie sud du pays, qui est tout aussi importante. Ce sont autant de menaces aujourd'hui auxquelles le Tchad fait face. Et je pense que pour y faire face correctement, il faut trouver de vraies solutions concertées et qui permettent à la fois que le gouvernement et les partenaires mettent la main à la poche de façon sincère pour éradiquer tous ces problèmes qui arrivent et qui ne choisissent pas d'ordre de priorité pour arriver. Ils ne disent pas on voudrait d'abord résoudre le problème de l'insécurité avant de résoudre celui de la crise économique. On doit résoudre tout cela en même temps parce que tout cela doit être fait en même temps. Il faut que la société civile tchadienne soit suffisamment organisée, suffisamment forte pour permettre justement qu'il y ait un véritable dialogue pour que les Tchadiens travaillent dans le sens de l'intérêt des Tchadiens. Et il faut aussi que la classe politique se serre le coude, comme l'a dit Kemayou. Il y a Boko Haram d'un côté, les Janjaouides de l'autre. Il a oublié de citer encore au nord, disons au nord... c'est la Libye. La Libye, et voilà. Donc c'est un pays mais qui est mal entouré sur le plan sécuritaire. Je pense que la classe politique peut organiser une espèce de trêve pour parer d'abord au plus pressé et reprendre la guerre politique lorsque tout sera redevenu tant soit peu normal. Merci beaucoup à tous les trois. On va marquer une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.